Bien, bienvenue à tous. Je propose qu'on commence en attendant que les derniers participants nous rejoignent. Juste pour information, je vais le temps de la présentation, donc on est parti sur une demi-heure, trois quarts d'heure, puis on verra en fonction des questions. Durant cette présentation, je vais couper vos micros pour ne pas avoir trop de bruit de fond. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat. J'essaierai de les lire à la volée et d'y répondre au fur et à mesure, mais sinon de toute façon je referai un point en fin de présentation pour bien m'assurer que je n'ai rien raté. Et je rouvrirai vos micros en fin de session également pour pouvoir discuter avec vous plus en détail sur certains aspects. L'idée c'est que j'enregistre cette présentation, donc je vous la mettrai également à disposition pour que vous puissiez la revoir plus tard éventuellement ou la recommuniquer à d'autres personnes si nécessaire. Donc n'hésitez pas, je coupe au fur et à mesure l'ensemble de vos micros, mais encore une fois, si question il y a pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser directement par écrit, et si je les vois passer, j'y réponds au fur et à mesure. Micro coupé. Et hop. Voilà, normalement vous ne pouvez plus parler, c'est parfait, c'est à moi. Je me présente très rapidement avant de commencer cette présentation. Donc je suis Fabien Azra, je suis le responsable avant-vente chez Exclusive Networks de l'entité Big Technology. Donc c'est la BU qui s'occupe de tout ce qui touche aux infrastructures data center et à la transformation de ces data centers, parmi lesquels donc on retrouve l'un de nos produits en distribution, Nutanix, qu'on va aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui on va se concentrer sur un point bien précis de la solution Nutanix, puisqu'on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on installe un cluster Nutanix, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour cette installation, et surtout comment utiliser un outil qui nous permet de faire cette installation, en l'occurrence l'outil Foundation, donc qui est un outil qui est fourni par Nutanix pour réaliser les installations. Je propose qu'on commence. On est, je pense, sur une durée d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis en fonction de vos questions, encore une fois, on avisera sur la durée. Comme je le disais en début de présentation, pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, je mettrai à disposition la vidéo enregistrée de cette présentation. Donc encore une fois, vous pourrez très facilement découvrir l'ensemble des informations qu'on va évoquer aujourd'hui. Et de finir de couper le micro tout le monde, excusez-moi. Hop, hop. Voilà. Bien, donc la première information sur laquelle on va déjà essayer de comprendre ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le fait que désormais Nutanix installe par défaut un hyperviseur sur les clusters Nutanix, en l'occurrence l'hyperviseur KVM. Donc c'est quelque chose qui a changé au fil du temps, puisqu'il y a encore quelques mois, voire un an et demi, Nutanix livrait les clusters directement installés sous l'hyperviseur du choix du client. Au moment de la commande, il suffisait de préciser et on pouvait recevoir son cluster sous ESX, sous KVM ou sous Hyper-V au choix. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On ne livre plus les clusters sous les versions de VMware ou de Microsoft. Nutanix préinstalle l'hyperviseur KVM et l'intelligence, donc Nutanix par-dessus, la fameuse contrôleur VM, on va parler de Nutanix Operating System, le NOS finalement, sont préinstallés en usine avant l'envoi chez un client. Et il faudra donc passer, alors soit on souhaite utiliser KVM chez le client, et dans ce cas-là, il n'y a rien de plus à faire, vous êtes prêt à configurer les adresses IP sur le cluster et à l'utiliser tel que, soit le client souhaite un hyperviseur différent, en l'occurrence VMware ou Microsoft, et dans ce cas-là, il faudra passer par le réimageage de ces nœuds chez le partenaire, en amont, ou chez le client. On aime bien faire la prestation chez le partenaire, parce que ça permet de préserver un peu l'effet waouh de l'installation initiale, mais sachez que c'est une opération malgré tout très rapide à effectuer. Le processus complet de réimageage d'un cluster Nutanix, pour le passer d'un KVM à un VMware ou un Hyper-V, dure environ 1 heure. Donc c'est relativement rapide malgré tout. Il faut 1 heure pour commencer à déployer des VM2 prod sur un cluster Nutanix à l'issue, à la fin du rackage finalement du cluster en question. Donc cette présentation parcourt les différentes étapes pour réaliser finalement cette installation au niveau du cluster, l'imageage des nœuds et la configuration initiale de nos nœuds au sein du cluster. J'essaie de revérifier juste les personnes qui ne sont plus mutées, pardon. Hop. Je vais y arriver. Petit instant. Voilà.
Dans un premier temps, on va se poser la question des différents prérequis dont on a besoin avant de se rendre chez notre client, ou même, enfin, pour le coup, et avant de se rendre chez notre client pour l'installation du cluster. On va déjà se poser la question des prérequis matériels. Chaque bloc Nutanix, le châssis métallique de 2U dans lequel on insère les serveurs, les nœuds Nutanix, contient 2 alimentations redondantes, donc il faudra évidemment prévoir les sources électriques en 210 volts pour chacun de ces châssis. Si vous avez un seul châssis, c'est 2 alimentations, 2 châssis, 4 et ainsi de suite. Chaque nœud Nutanix au sein de ce châssis contient 5 ports réseau au total, 2 ports 10 gigabits, 2 ports 1 gigabit, pour l'interconnexion de nos nœuds les uns avec les autres, mais également l'interconnexion avec le LAN du client. Et enfin, un dernier port sur les modèles, sur une grande partie des modèles communiquant en 10-100. Sur les derniers modèles, c'est un port qui communique en giga, mais peu importe, le 10-100 suffit, qui nous sert pour le management IPMI, donc pour l'accès console au serveur en mode IPMI directement sur les serveurs Nutanix. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'il faudra prévoir évidemment les ports disponibles sur vos différents switches, vos switches 10 Giga, 1 Giga et éventuellement sur la partie distant également. Pour ce qui est des prérequis réseau, cette fois-ci, c'est pareil, il va falloir anticiper un peu les choses parce qu'on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations pour réaliser l'installation, au-delà de la partie matérielle. Évidemment, il nous faut des informations concernant le réseau du client, Default Gateway, NetMask, DNS, NTP, mais également des plages d'adresses IP qu'on va utiliser pour la configuration de nos nœuds. Il faudra prévoir 3 adresses par nœud, une adresse pour le port IPMI, une adresse pour le SX, de l'ESX ou Hyper-V, peu importe, encore une fois, et enfin une adresse pour la VM Nutanix, la contrôleur VM Nutanix, qui est une VM comme les autres, mais qui nécessite malgré tout une adresse IP pour être configurée. Enfin, une dernière adresse IP peut être nécessaire, même est nécessaire, c'est l'adresse dite de Virtual IP, l'adresse du cluster en elle-même. C'est une adresse qui va finalement circuler au sein de notre cluster en fonction des éventuels arrêts de nœuds. Donc il faudra finalement pouvoir utiliser cette adresse-là et la faire basculer automatiquement. Le cluster la fera basculer automatiquement sur l'ensemble des nœuds fonctionnants. Donc c'est une adresse supplémentaire. Donc c'est relativement facile. Vous comptez le nombre de nœuds, vous multipliez par 3 et vous ajoutez une adresse IP supplémentaire et vous avez une adresse totale nécessaire dans le cluster. Pardon, je vais pas dans le bon sens, tout va bien. Très rapidement, pour resituer un petit peu les choses en termes de position géographique de nœuds dans les différents châssis. Donc on regarde un petit peu le node naming au sein de notre solution. Ici, sur des modèles 1000, 3000, c'est le format général d'un cluster Nutanix dans l'encombrement 4 nœuds par châssis ici. Donc on retrouve les fameux nœuds avec leur position géographique vue de devant, donc le node A, node B, node C et node D dans cet ordre-là. On retrouve les boutons nous permettant d'allumer les serveurs au final et de les éteindre également. Ainsi que vue de frontal, donc en enlevant le cache situé en frontal, l'ensemble des disques pour chacun de nos nœuds. Je ne détaille pas plus que ça, mais en l'occurrence ici on retrouve 2 disques SSD et 4 disques SATA pour chacun de nos nœuds. Les étiquettes nous permettent de les identifier assez rapidement puisque les codes couleurs sont respectés. Alors c'est pas forcément vert, ça peut être jaune pour les SSD, mais finalement des étiquettes jaunes avec l'indication dessus du type de disque. Ça permet de savoir assez facilement de quoi on parle. Si on regarde la vue de derrière maintenant de ce même nœud, et c'est là que ça va plutôt être plus intéressant pour nous, puisque c'est à partir d'ici qu'on va finalement se connecter, on retrouve bien les 2 alimentations redondantes sur lesquelles il va falloir venir connecter notre source, et la position géographique de nos nœuds au sein du châssis vue de derrière, node A, node B, node C et node D, donc ça garde une certaine logique finalement. Et surtout, si on zoome sur l'un de ces nœuds, les différents ports réseau, on va tout de suite identifier les 2 ports 10 Giga disponibles sur chacun de nos nœuds. Alors, ça peut varier en fonction des modèles de nœuds et surtout des options, puisque sur certains nœuds, maintenant, on peut proposer des options en termes de ports. On peut rajouter plus de ports 10 Giga, voire plus de ports 1 Giga également, donc il faudra faire attention à ça. Malgré tout, par défaut, c'est le format standard, disons, avec les 2 ports 10 Giga ici, et 3 ports en RJ45, le premier étant le port IPMI, communiquant en 10-100 ici, et les 2 suivants, les 2 ports 1 Giga, équivalent au port 10 Giga qu'on trouve ici pour l'interconnexion des nœuds et la connexion au LAN du client.
Ça, c'est pour les séries 1000 et 3050. Sur les nouveaux modèles, c'est à peu près pareil pour le coup en termes de position géographique. Mais le format du nœud vu de derrière a un tout petit peu changé. On retrouve les deux ports DCC. Le port IPMI, qui maintenant est un port 1 giga, mais peu importe. Et enfin, les deux ports 1 giga, finalement permettant d'interconnecter encore une fois nos nœuds. On note juste une information ici, c'est le share du PMI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce port-là est un port en failover du port IPMI. Si le port IPMI n'est pas connecté, c'est ce port-là qui prendra le relais. C'est important pour la suite de la configuration, vous allez le voir. C'est également le cas, dans le cas de ce modèle de nœud ici, c'est le premier port 1 giga ici, celui du milieu, qui va être le failover du port IPMI. Donc si vous ne connectez pas celui-là, les informations IPMI passeront automatiquement par celui-ci. Enfin, maintenant qu'on a préparé notre environnement, qu'on a à peu près identifié ce qu'on vient de raquer dans le système, on va commencer à préparer l'environnement nécessaire à installer notre cluster, à l'imager. Donc on a plusieurs étapes pour ça. La première étape, c'est de préparer cet environnement. Il va nous falloir pour ça un outil, l'outil Foundation, qui est une VM en fait, on va le voir. Il va nous falloir évidemment le soft Nutanix, l'intelligence Nutanix, on appelle ça le NOS, donc le Nutanix OS nécessaire à l'installation, de la fameuse contrôleur VM. Évidemment, il va nous falloir un troisième élément, c'est l'image ISO de l'hyperviseur qu'on souhaite installer, qu'il faudra récupérer directement chez l'éditeur en question, donc directement sur le site de VMware ou sur le site de Microsoft, si le client ne l'a pas déjà à disposition. La deuxième étape, ça va être d'installer un outil de virtualisation. On le comprend, l'outil Foundation, c'est une VM, il nous faut donc un outil pour la virtualiser, en l'occurrence sur notre poste de travail, qui nous servira de poste d'installation. Pour ça, il y a plusieurs outils possibles, VMware Workstation sur un PC, VMware Fusion sur un Mac, ou également l'outil Oracle VM VirtualBox, qui a l'avantage d'être gratuit et qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac. Donc généralement, les documentations, je vous remontrerai rapidement, il y a une doc très précise de tout ce qu'on est en train de voir là, qui détaille bien step by step ce que je vais essayer de vous expliquer au cours de cette demi-heure. Mais finalement, dans l'outil, enfin dans la documentation en l'occurrence, c'est l'outil VirtualBox qui est utilisé, donc vous retrouvez bien toutes les informations pour ça. Donc l'étape suivante, c'est donc d'installer cet outil de virtualisation sur votre poste, d'y déployer la VM Foundation, de déposer dans cette VM Foundation les différents outils dont vous avez besoin, en l'occurrence les ISO de l'hyperviseur et l'OS Nutanix, et enfin de connecter et donc d'y connecter évidemment les nœuds du cluster et le poste par lequel vous allez faire l'installation, de connecter ça sur un switch pour que tout le monde puisse se voir au niveau du réseau. L'étape suivante, ce sera de lancer l'outil Foundation sur ce poste et d'indiquer toutes les informations pour l'installation et la configuration du cluster. Bref, on va essayer de détailler toutes ces étapes pour bien comprendre finalement ce qu'il faut faire. Donc la première chose qu'il nous faut finalement, c'est les fameux outils en question, la VM Foundation, l'OS Nutanix, les ISO des hyperviseurs et ainsi de suite. Donc pour ce qui est de Foundation et de l'OS Nutanix, on retrouve ça finalement sur le site support de Nutanix. Vous y accédez désormais par une seule et unique adresse, my.nutanix.com. C'est l'outil single sign-on finalement de Nutanix. Donc vous accédez par cette adresse-là à l'ensemble des différents portails, un portail partenaire, un portail support, la communauté Next au niveau du forum et ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes connecté sur mynutanix.com, vous vous rendez sur le support portal et vous accédez à cette page-là. Et sur les onglets en haut, vous retrouvez un onglet Download dans lequel vous pouvez récupérer les releases du NOS et l'outil Foundation. Donc, si vous naviguez un petit peu là-dedans, dans l'onglet Foundation, vous retrouvez les versions de Foundation actuellement disponibles. Vous pouvez filtrer par version. Alors là, c'est une capture qui est un petit peu plus ancienne. Sachez que maintenant, la version, ça doit être la 2.1.1, quelque chose comme ça. Donc, vous récupérez directement l'EVF correspondant à la VM Foundation. Et dans certains cas, il peut y avoir une version, par exemple 2.1 et peut-être une version 2.1.2, 2.1.4 plus tard, sous la forme d'un patch à appliquer ultérieurement pour la faire monter de version. Finalement, vous n'êtes pas obligé de réinstaller complètement à chaque fois l'EVF complet, vous pouvez juste vous contenter de récupérer l'outil nécessaire. Alors là, la taille du fichier n'a rien à voir avec la réalité, c'est plus gros que ça évidemment, c'est parce qu'il y a le VMDK en dessous. Donc vous récupérez l'EVF et le VMDK. Et vous avez la somme, mais généralement maintenant c'est un fichier taré ou zippé qui contient l'ensemble de ce dont vous avez besoin. Donc ça c'est l'outil Foundation. On retrouve également généralement l'outil d'installation de Oracle VM VirtualBox
c'est pas forcément les dernières versions. Il faut filtrer pour retrouver peut-être les versions en question, mais en filtrant, vous retrouvez ça et vous la récupérez. Même si c'est pas la dernière version, elle fonctionne de toute façon, ça vous évite d'aller la chercher sur le web vous-même. Et au pire, une fois que vous l'avez installée, vous faites une montée de version en vérifiant les éventuelles mises à jour. Pour ce qui est du NOS, là c'est pareil, dans l'onglet Download, vous trouvez NOS Release et en vous rendant sur cette page, vous voyez la dernière version disponible. Donc là c'est pareil, la capture est un peu ancienne, la dernière version disponible c'est la 4.1.3 actuellement. Donc en fait sur la page d'accueil, vous trouvez systématiquement la toute dernière disponible et vous pouvez la télécharger directement en cliquant sur le lien. Et vous pouvez éventuellement récupérer des versions antérieures. Pour le coup, vous pouvez peut-être avoir des clusters qui tournent sur de plus vieilles versions pour lesquelles vous souhaiteriez récupérer la dernière version du NOS. Dans le cadre d'une nouvelle installation pour un POC et autres, la recommandation évidemment c'est d'utiliser la toute dernière version disponible sur la solution, enfin sur la plateforme Nutanix. Enfin, il vous faut récupérer l'ISO de l'hyperviseur que vous souhaitez installer, que ce soit l'hyperviseur Microsoft Hyper-V ou VMware ESX. Pour ça, il faut vous assurer que les versions que vous allez récupérer sont supportées par Nutanix. Donc j'en ai listé ici, j'ai listé ici les versions qui sont supportées pour VMware et Hyper-V. Donc en gros de la 5.0 update 2 jusqu'à la version 6 aujourd'hui. La version 6 de VCR est déjà supportée à partir de l'installation du NOS 4.1.3, donc le dernier disponible actuellement. Pour ce qui est de Hyper-V, c'est pareil, vous retrouvez ici les versions. Faites bien une vérification du MD5 Sun quand vous avez récupéré l'ISO, par exemple en le téléchargeant sur le web, pour vous assurer qu'il n'est pas corrompu. Parce que sinon, pendant l'installation, quand il va essayer de l'installer, c'est une des premières choses qu'il va checker. Il va vous mettre un message d'erreur qui dit que le fichier n'est pas supporté. Et surtout, ça vous permet de vous assurer, vous, que l'ISO en question, du fait que le MD5 Sun est bon, l'ISO en question est probablement la bonne version supportée dans cette liste ici. Vous retrouvez ces informations dans le document d'installation que je vous représenterai tout à l'heure. Très bien, on a récupéré tous les outils, il nous reste maintenant à déployer cette VM pour pouvoir préparer notre environnement. Donc tout ça, ça paraît être des tâches relativement longues et on a l'impression que c'est un petit peu finalement compliqué. Ça ne l'est pas, c'est une chose à faire une bonne fois pour toutes. Vous allez préparer votre machine, votre poste à vous une bonne fois pour toutes et cette VM après est prête à l'emploi pour plein d'autres POC. L'idée c'est que toute cette tâche-là, c'est parce que vous ne l'avez jamais fait, mais une fois que vous avez déjà l'outil Foundation prêt avec les bons hyperviseurs, avec les bonnes versions préinstallées, par la suite vous pouvez aller chez n'importe quel client avec votre PC et lancer une installation directement sans perte de temps. Donc la première étape, c'est de lancer votre outil de virtualisation, VirtualBox ou VMware Workstation et autres, d'y déployer l'OVF que vous venez de récupérer sur le site de Nutanix en faisant un import ou déployer l'OVF ou peu importe, puis de lancer la VM et de vous y connecter en tant qu'utilisateur Nutanix. Donc par défaut, il n'y a qu'un seul utilisateur référencé de toute façon et le mot de passe par défaut, c'est Nutanix/for-you. Faites attention, par défaut la VM est en anglais, donc lorsque vous tapez sur un clavier AZERTY, faites bien attention aux caractères et aux chiffres. Il va être nécessaire, j'ai oublié de mettre un morceau de texte, c'est pas grave, il va être nécessaire d'installer les VMware Tools ou l'équivalent sur la partie VirtualBox et les VBox Addition qui vont permettre de faire un drag and drop de fichiers directement dans votre VM depuis votre bureau, puisque vous avez récupéré le NOS et l'hyperviseur, il va falloir qu'on puisse les déposer. Donc vous installez les VMware Tools, vous installez les VBox Addition, et l'information que j'ai pas eu le temps de finir d'écrire, c'est qu'il va falloir regarder dans la doc, c'est plus simple pour ce qui est des VBox Addition, il y a 2-3 endroits où il faut chercher. Donc si vous ne savez pas, vous regardez directement dans la doc d'installation de Foundation, dans lequel, encore une fois, tout ça est très bien détaillé. Dans le cas où vous avez récupéré, au moment où vous avez récupéré Foundation, vous avez récupéré également un petit TAR, le fameux patch qu'on a vu tout à l'heure, pour faire une petite montée de version. Pour l'installer, ce patch, il suffit de copier le fichier que vous avez récupéré directement dans le répertoire /home Nutanix une fois que vous êtes connecté dans votre VM Foundation. Vous vous rendez dans le répertoire et vous rentrez les commandes suivantes. Encore une fois, je vous mettrai à disposition cette présentation et la vidéo de cette présentation dont vous retrouverez les infos. Mais voilà les commandes à enchaîner pour pouvoir finalement patcher le système et vous assurer que la version est donc la toute dernière disponible. Ensuite, il vous reste à déposer au sein de cette VM les différents outils que vous avez récupérés, l'ISO de l'hyperviseur et le NOS de Nutanix. Pour le NOS de Nutanix, c'est facile. Il y a un répertoire /home/Nutanix/foundation/NOS dans lequel vous déposez le fameux fichier que vous avez récupéré sur le site de Nutanix. Et dans les autres répertoires, soit ISO hyperviseur ESX, soit ISO hyperviseur Hyper-V, vous mettez
les ISO correspondant à ce que vous souhaitez installer chez votre client ou chez vos clients plus tard. Personnellement, ma VM Foundation, dans mon répertoire ESX, j'ai pratiquement toutes les versions supportées, ce qui me permet de déployer facilement chez n'importe quel client la version de son choix instantanément. Pareil pour Hyper-V, j'ai pas forcément toutes les versions, mais j'en ai en tout cas au moins une ou deux prêtes à l'emploi. Notez que pour KVM, il n'est pas nécessaire de récupérer l'ISO d'un KVM, puisqu'elle est déjà fournie dans Foundation, dans le répertoire KVM, puisque Nutanix fournit de toute façon KVM, et le KVM est open. On a le droit de le déposer directement dans la VM Foundation. Donc il est déjà disponible dans le répertoire qui va bien, et si vous souhaitez réimager un cluster sous KVM, il n'y a rien besoin de récupérer ailleurs, tout est déjà là. Seul le NOS sera nécessaire. Très bien, on a préparé notre VM, il nous reste donc maintenant à configurer la partie réseau. Donc pour ça, il faut interconnecter vos nœuds de votre cluster que vous venez de mettre dans votre rack à un switch. Et pour ça, on va utiliser un seul et unique port, ne connectez pas les autres ports. On ne connecte que le port central ici, le fameux port 1 giga qui permet également de faire le failover IPMI. L'avantage de ce port, c'est qu'il va nous permettre, en ne connectant que celui-ci, d'avoir non seulement l'accès à la partie IPMI, mais également de pouvoir faire une communication nœud à nœud et du coup de faire toute notre configuration, démarrer le cluster et s'assurer que tout va bien. Donc seul ce port-là, pour une simple et bonne raison, c'est que si on commençait à connecter également les ports 10 giga, voire les autres ports, au moment où on fait notre installation, on n'est pas sûr que ça passe par un port ou par un autre à un instant T, et du coup on pourrait avoir des petits soucis, on aurait du mal potentiellement à bien suivre tout ce qui se passe. En ne connectant qu'un seul port, c'est plus simple, et d'autant plus que ça peut nous permettre de faire autre chose, c'est dans la phase d'installation d'utiliser des tout petits switches relativement basiques, juste des switches 1 giga, pour interconnecter nos différents nœuds et pouvoir les imager très facilement. C'est un point assez finalement critique, c'est le point le plus critique, je dirais, de la partie installation du cluster Nutanix, c'est la partie réseau. Finalement, c'est souvent de là que viennent les problèmes d'installation, pas parce que l'outil est pas bien fait pour le coup, mais parce que les switches sont souvent bien trop intelligents par rapport à ce qu'on leur demande de faire dans cette phase d'installation. En l'occurrence, les switches modernes aujourd'hui font des spanning trees et ainsi de suite. Et le problème, c'est que nous, pendant la phase d'installation, on va passer notre temps à redémarrer les serveurs, et lorsqu'on redémarre les serveurs, les switches partent en spanning tree derrière, ils peuvent prendre un certain temps avant de répondre à nos requêtes. Il se trouve que si on dépasse un certain temps, on va partir en timeout et du coup l'installation sur certains nœuds peut échouer. C'est pas foncièrement grave, mais ça vous oblige à relancer derrière et du coup poser quelques problèmes et rallonger l'installation et donner cette impression que l'installation ne se passe pas bien alors que c'est pas forcément très très grave. Ma recommandation personnelle, c'est donc évidemment de n'utiliser qu'un port 1 giga et surtout d'utiliser les switches les moins intelligents possibles, en l'occurrence. Donc pour ça, c'est relativement basique. Soit vous désactivez toutes les fonctionnalités évoluées du cluster, du switch sur lequel vous vous connectez, vous désactivez spanning tree et autres. Soit le plus simple, c'est de venir avec votre propre switch pour l'installation. Vous pouvez acheter des tout petits switches 1 giga, 8 ports pour une trentaine d'euros sur n'importe quel site, Amazon ou autre, et du coup réaliser vos propres installations sur votre propre switch, même chez le client ou chez vous en amont. Un switch avec 8 ports, 10 ports, 15 ports vous permet d'imager facilement une dizaine de nœuds ou une quinzaine de nœuds sans aucun problème. Enfin, il vous reste également à connecter votre poste à vous sur le switch, évidemment. Faut que vous voyez les nœuds, vous, depuis votre poste, puisque c'est lui qui va installer finalement tout ce qu'il faut. Donc l'un de vos ports 1 giga, généralement il n'y a qu'un seul port sur votre poste de travail, et configurer évidemment vos paramètres réseau de votre poste à vous au sein de la VM Foundation pour que vous ayez derrière l'accès aux nœuds par la suite lorsqu'on va commencer à configurer les adresses IPv4 sur l'ensemble de nos nœuds. Pour ça, une fois que vous avez démarré votre VM Foundation, c'est une machine Linux au final qui va booter, et que vous êtes connecté sur cette machine, vous trouvez sur la page d'accueil, sur la Home Directory, deux icônes, et la première qu'on va utiliser, c'est le Set Foundation IP Address. Comme son nom l'indique, on va configurer les paramètres réseau du poste. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous faites un Run in Terminal, ça vous ouvre cette fenêtre qui vous permet de configurer l'interface ETH0 et d'indiquer vos paramètres réseau pour votre poste. Donc, ne prenez pas une des adresses que vous avez dans la plage qui a été assignée, évidemment, vous prenez une autre adresse et vous configurez votre réseau. Lorsque vous sortez, ici vous validez, vous sauvegardez cette page-là, le TH0 est redémarré de telle sorte que le réseau normalement est prêt à l'emploi. Il vous reste donc maintenant à imager vos nœuds, tout est prêt, l'environnement est prêt, il faut lancer l'outil Nutanix Foundation, donc c'est une page web qui va nous permettre de faire cette installation, et encore une fois c'est une icône qui est directement disponible
sur la Home Directory de l'utilisateur Nutanix sur lequel vous êtes connecté dans votre VM. Lorsque vous lancez ça, vous arrivez sur une page web dans laquelle vous avez plusieurs onglets et on va les parcourir un par un pour essayer de détailler ce qu'il faut configurer au sein de ces onglets. Et on va avancer étape par étape, next, 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 chaque fois qu'on a rempli finalement l'ensemble de nos informations ici. Donc on va s'intéresser à chacune des parties et essayer d'expliquer ce qu'il faut y référencer. Donc la première partie, la partie haute ici, c'est la partie, donc on est sur le premier onglet, le global config, donc c'est ici qu'on va indiquer l'ensemble des informations génériques, disons, du cluster, et notamment les notions de net mask et de gateway pour les ports IPMI, pour les hyperviseurs, pour les CVM. On va également ici indiquer, je pense qu'on le voyait avant, mais c'est pas grave. On va également ici indiquer le username et le password du port IPMI. Évidemment, il va falloir qu'on aille pour la première étape de notre installation. La première chose qu'on va faire finalement, c'est configurer des adresses IP sur les ports IPMI. Et pour le coup, pour pouvoir modifier quoi que ce soit au niveau de l'IPMI, il faut avoir les identifiants pour le faire. Et pour ça, il faut référencer le username et le password. Sachez que par défaut, sur l'ensemble des modèles, normalement, le username et le mot de passe, c'est admin en majuscule, à quelques exceptions près. Si vous avez un doute sur l'ensemble des documentations fournies par Nutanix, il y a toujours sur la première ou la deuxième page de la documentation les default credentials de l'ensemble des périphériques et en l'occurrence de la partie IPMI, c'est toujours indiqué quoi qu'il arrive. Pour la partie hyperviseur, c'est pareil, NetMask, Gateway et le DNS. Et enfin, pour la CVM également, le NetMask, la Gateway. Et une information ici qu'on va pouvoir préciser au moment de l'installation, c'est la taille de la mémoire réservée à la VM Nutanix. En l'occurrence, par défaut, ce sera 16 Go. Et on va avoir, dans certains cas, besoin d'augmenter la RAM de cette CVM pour supporter des features plus évoluées. Par exemple, la compression ou la déduplication et la déduplication post-process peuvent nécessiter de grimper jusqu'à 32 Go. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation spécifique à avoir 64 Go. Il est possible que pour des features plus évoluées dans le temps, on ait ce besoin-là. L'avantage de ça, c'est que ça permet de configurer dès le départ la VM dans le bon niveau de capacité mémoire, plutôt que de devoir les réarrêter plus tard pour modifier la capacité de RAM et les redémarrer. Donc ça fait gagner un petit peu de temps. Donc si vous savez déjà ce que vous souhaitez faire au sein du cluster en termes de fonctionnalité, pensez à mettre le bon niveau de capacité mémoire à ce niveau-là. Sur le bas de la page ici, il y avait un petit bouton multi-homing. La particularité du multi-homing, en fait, c'est que ça va nous permettre d'utiliser, dans le cadre de cette installation, un flat switch, donc sans table de routage, pour installer, malgré le fait que derrière, vous allez peut-être utiliser des subnets différents pour l'ensemble de vos périphériques. Donc dans ce cas-là, il va falloir prévenir l'outil Foundation, de telle sorte que lui il puisse virtualiser cette partie-là temporairement le temps de l'install et du coup gérer de multiples subnets malgré le fait que le switch en lui-même soit flat. Donc c'est juste une petite particularité, mais ça vous permet de le faire. Donc dans ce cas-là, précisez bien les bonnes adresses ici, les bons subnets ici pour chacun des environnements et chacun des subnets que vous souhaitez configurer. Lorsque vous cliquez sur le bouton Next sur la page Global Config, on arrive dans la partie Block and Node Config. Et ici va apparaître automatiquement une partie des informations. En l'occurrence, lorsque le nœud va arriver, généralement il arrive d'usine la première fois, les nœuds sont mis en mode auto-découverte, ce qui signifie qu'ils vont automatiquement apparaître ici. D'ailleurs, on voit qu'il y a un bouton Retry Discovery. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les nœuds, par défaut, sortis d'usine, sont déjà préinstallés sous KVM et les CVM sont déjà installés également. Les fameux Nutanix OS, les fameuses CVM, sont préinstallées et lorsqu'elles démarrent la première fois qu'elles ne sont pas encore configurées, elles se mettent en auto-découverte, elles se signalent en fait. Elles utilisent pour ça le protocole IPv6 et un protocole bien connu du monde Apple, puisque c'est le protocole qu'on utilise pour détecter les imprimantes chez Apple, c'est le protocole Bonjour. Donc elles s'auto-signalent, ce qui fait qu'on va être capable de les découvrir automatiquement et du coup d'indiquer naturellement le numéro de série du châssis, le nombre de nœuds qu'on a découvert, ici 2 en l'occurrence. Et il ne vous restera plus qu'à rentrer les ranges d'adresses, donc soit mettre directement les adresses IP que vous aviez collectées préalablement auprès de votre client, IPMI, hyperviseur, CVM, et de remplir les cases ici. Si vous mettez la première adresse ici, il complète automatiquement. Donc si vous mettez 240.10 ici, la première sera 10, la deuxième 11 et ainsi de suite. Donc essayez d'avoir des plages généralement logiques, ça vous fait gagner du temps. Donc ça c'est la première partie, et la partie dans le cas où justement les nœuds arrivent déjà préconfigurés, préinstallés et en état d'autodécouverte. Donc ils seront du coup naturellement découverts. Dans certains cas,
il est possible que ce ne soit pas le cas, que les nœuds ne soient plus en mode autodécouverte. Et là, pour le coup, ça va arriver régulièrement, par exemple, lorsque la plateforme revient d'un POC précédent. C'est une plateforme qui navigue de client en client, ou qui a déjà été installée, configurée, qui a été débranchée comme ça et réutilisée ailleurs. Pour le coup, là, les nœuds ne sont plus en mode autodécouverte, puisqu'ils ont déjà été configurés une première fois, donc ils ne se signalent pas, donc vous ne les verrez pas apparaître automatiquement ici. Il va donc falloir passer par une installation manuelle, et pour ça, c'est vous qui allez préciser ce que vous souhaitez voir, et vous allez indiquer comment attaquer les nœuds en question, puisqu'ils ne se signalent pas tout seuls. Pour ça, donc, il faut cliquer sur le bouton AdBlock et ajouter finalement les informations ici. En fait, quand vous cliquez sur AdBlock, il vous demande très bien combien de châssis, combien de blocs vous souhaitez ajouter, combien de tiroirs de dessus, donc ça vous le voyez bien puisque vous venez de le rater, et surtout combien il y a de nœuds physiquement présents dans ce châssis. Imaginons qu'on rajoute ici un châssis contenant 3 nœuds, vous cliquez sur Create et vous allez naturellement voir apparaître ça. Et il va falloir que vous remplissiez vous-même les informations suivantes. Pour ça, il va vous falloir spécifier comment détecter le nœud en question sur le réseau, et on va utiliser finalement la MAC adresse du port IPMI. Ça tombe bien, elle est indiquée sur chacun des nœuds physiquement vu de derrière. Il y a une petite étiquette avec IPMI et la MAC adresse correspondante, et cette MAC adresse, il va falloir venir la remplir ici. Donc, en essayant de respecter l'ordre des choses, donc vous vous souvenez la position des nœuds A, B, C, D vue de derrière, il faudra faire en sorte que quand vous récupérez les adresses IPMI au niveau des étiquettes, ici, vous les remettiez dans le bon ordre ici. Et une fois que vous avez mis la bonne MAC adresse, il ne vous reste plus qu'à remplir, comme vous l'aviez fait tout à l'heure, les adresses IP, des IPMI, des hyperviseurs et des CVM. Terminé. À ce niveau-là, vous venez de préparer les nœuds pour pouvoir leur injecter les adresses IP correspondant à ce que le client vous a indiqué. On peut donc passer à la page suivante, et en l'occurrence l'onglet Node Imaging. C'est ici que vous allez préciser ce que vous souhaitez installer. Vous avez un premier onglet ici que vous allez choisir le type d'hyperviseur. Vous sélectionnez Hyper-V, ESX ou KVM, et la page du dessous s'adapte naturellement. Évidemment, on vous propose d'aller chercher dans le répertoire Foundation LOS le NOS package que vous avez vous-même déposé préalablement. Si vous en avez plusieurs, parce que vous avez prévu d'avoir plusieurs versions pour pouvoir choisir la version où vous installez un instant T, vous ouvrez le menu déroulant. Et c'est la même chose pour l'hyperviseur. On va chercher, puisqu'ici on a sélectionné Hyper-V, on va chercher naturellement dans Foundation, ISO, hyperviseur. Est-ce qu'on ne voit pas ici, c'est la fin du répertoire, mais / Hyper-V. Si vous changez ESX, il ira chercher dans ESX et il vous listera tous les ISO que vous y avez déposés. Dans le cadre d'Hyper-V, en plus, il vous demande quelle version de l'hyperviseur, c'est le même ISO, quelle version de l'hyperviseur vous souhaitez déployer finalement. C'est tout. Si des fois vous n'aviez pas mis préalablement dans les bons répertoires les bons ISO, vous pouvez les mettre à ce moment-là et venir rafraîchir le contenu du répertoire pour que vous les affiche sans avoir besoin de tout recommencer, évidemment. Enfin, vous cliquez sur Next et vous accédez au dernier onglet, qui est la partie création du cluster. En fait, on va faire les deux étapes simultanément. L'imageage du cluster, c'est la première étape, c'est le fait de réinstaller sous l'hyperviseur de votre choix le cluster et de réinstaller la contrôleur VM Nutanix par-dessus. On pourrait s'arrêter là et dire très bien, une fois que ça c'est fait, c'est comme si le cluster venait d'usine, préinstallé dans l'hyperviseur du choix de mon client. Et à partir de là, je livre la machine chez mon client et je finirai la création du cluster, l'initialisation du cluster, une fois là-bas. Ou alors, on peut profiter, soit parce qu'on est chez nous et qu'on a déjà le plan d'adressage final, soit parce qu'on est chez le client et qu'on souhaite aller au bout de la configuration. On profite de cette phase de réinstallation complète pour créer le cluster dans la foulée. On va donc cliquer sur Create New Cluster, une nouvelle ligne apparaît, vous lui donnez un nom, vous précisez la fameuse virtual IP, l'external IP du cluster, les éventuelles informations réseau supplémentaires. On va préciser également si ce cluster sera en redundancy factor 2 ou 3. Alors je ne rentre pas trop dans le détail, mais on protège les données au sein du cluster en les répliquant, soit une fois, soit deux fois. Donc la donnée existe soit deux fois, soit trois fois, donc le fameux RF2 ou RF3. Il faudra que le cluster soit initialisé en RF3 pour pouvoir accéder plus tard à cette fonctionnalité dans l'interface web. S'il n'est pas initialisé en RF3 dès le départ, vous ne pourrez jamais par la suite modifier le setting dans l'interface web. Donc on va pouvoir créer un nouveau cluster. On va pouvoir demander à ce qu'à l'issue de l'installation, on exécute quelques tests. Donc le Nutanix Cluster Check permet de vérifier l'état de santé du cluster rapidement à l'issue de l'installation. Et les diagnostics permettent de lancer des benches
à l'issue de l'installation. C'est le bon moment pour le faire. Vous êtes en POC ou en installation initiale chez un client. Il n'y a pas encore de machine de prod. Lancer des benches qui vont fortement stresser la machine, c'est le bon moment pour le faire, d'autant plus que, vu qu'il n'y a pas encore de machine qui tourne à côté, ça ne faussera pas les résultats de ces benches. Ça permet également de faire une chose, c'est de s'assurer, un, que l'installation s'est bien passée, et deux, que le cluster, a priori, est configuré correctement. Vu que si les résultats des benches sont vraiment très dégradés, c'est qu'il y a probablement un problème quelque part et qu'il faudra, dans ce cas-là, se poser les questions. On a créé un cluster, maintenant il faut quand même lui assigner des nœuds. On a très bien pu imager 50 nœuds, mais pour le coup, créer plusieurs clusters Nutanix. Donc on pourrait créer ici autant de clusters qu'on souhaite, et ensuite assigner au cluster de notre choix le ou les nœuds qui sont désormais configurés avec les bonnes adresses ici, et ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Run installation. On n'a plus de page suivante pour la partie configuration. On peut lancer l'installation et suivre les étapes successives. Donc la première chose qu'on va voir passer, évidemment, c'est la configuration IPMI. La première étape pour nous, c'est de configurer l'IPMI pour pouvoir accéder à ces ports-là et ensuite pouvoir monter les ISO dessus, installer les ISO de les hyperviseurs, puis une fois que l'hyperviseur est installé, installer notre VM Nutanix par-dessus et ainsi de suite. Donc évidemment, c'est la première étape qu'on va voir passer ici. Et une fois la première étape d'IPMI passée, on va accéder à la page de progression de cette installation. Donc on a une grande barre qui va progresser de 0 à 100% et on va pouvoir suivre en dessous, nœud par nœud, les différentes étapes. Donc on voit ici, pour chacun de nos nœuds, on est en train d'acquérir certaines ressources, d'imager, on a terminé une première étape et on voit les différents pourcentages. Et lorsque ces 3 nœuds seront à un pourcentage 100, l'étape suivante, ce sera la création du cluster. Il faut évidemment que les 3 nœuds soient imagés, prêts à l'emploi, pour que le cluster puisse s'enchaîner. Et une fois que toutes ces étapes-là seront terminées, notre barre ici sera à 100%. C'est ce qu'on voit ici par exemple. Ici tout est terminé, toutes les cases sont cochées, l'ensemble de la progression est terminé. Je reviens un tout petit peu en arrière pour une petite note particulière. Le processus d'installation, l'outil Foundation est capable d'imager simultanément une vingtaine de nœuds. C'est la limite maximum à l'image simultanée. Donc si vous avez plus de 20 nœuds, ça se fera en plusieurs étapes en l'occurrence. Et il faut prévoir en gros 45 minutes pour imager une vingtaine de nœuds. Donc vous ayez 3 nœuds, 10 nœuds, 15 nœuds ou 20 nœuds. C'est environ 40 à 45 minutes de process complet ici, de phase d'imageage. Ça dure parfois un petit peu moins, ça dure rarement beaucoup plus longtemps. Mais voilà, si vous avez plus de 20 nœuds, il faudra passer par plusieurs séries successives d'installation derrière, et donc à chaque fois 45 minutes à chaque fois. Lorsque tout va bien, 100%, on a terminé. À ce niveau-là, le cluster est installé, configuré et prêt à l'emploi. Up and running, les CVM sont démarrés, constituent cluster Nutanix et vous pouvez accéder à l'interface web d'administration. Je ne vous la montre pas, ça c'est le sujet d'autres présentations. Mais à partir de là, vous pouvez commencer à travailler, créer du stockage au niveau de l'interface web, créer un cluster côté VMware et commencer à déployer vos VM dedans. Ça ne veut pas dire que tout se passe toujours bien. Parfois, effectivement, l'installation échoue. Quand ça échoue, vous allez avoir une grosse barre rouge, c'est relativement parlant. Et l'idée, c'est d'aller regarder où est-ce que la tâche a échoué. Alors, certains nœuds peuvent passer correctement, pour le coup, et ici, on peut constater un problème sur l'un d'entre eux. Alors, si certains nœuds passent bien et que l'un échoue, c'est pas très grave la plupart du temps. C'est probablement qu'il y a eu un problème réseau au niveau de ce nœud, donc il a rebooté. Au moment où il a rebooté, le switch a peut-être pas communiqué comme il fallait. Donc là, pour le coup, c'est généralement pas grave. C'est quand rien ne démarre, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un autre problème. Et lorsque l'un seulement d'entre eux ne fonctionne pas, ma recommandation à moi, c'est de cliquer ici et de réessayer sans rien changer. Vous retentez le coup et vous voyez bien si ça repasse. Normalement, ça repasse. S'il faut le retenter 2 fois, retentez-le 2 fois. Mais au final, ça finit par passer dans ce cas de figure-là. Dans d'autres cas, quand rien ne marche, il peut y avoir d'autres soucis. Jetez quand même un coup d'œil au log. Nœud par nœud, ça vous permet de savoir où est-ce que ça a planté et pour quelle raison. Généralement, ici, ce qu'on va constater, c'est que vous cliquez sur les logs et vous voyez, il a lancé un reboot et derrière, le truc s'est bâché. S'il a lancé un reboot et qu'il s'est bâché, c'est probablement que le switch n'a pas communiqué comme il fallait au bon moment. Et du coup, le fait de le relancer risque de faire en sorte que ça passe à ce moment-là. S'il y a besoin de revenir en arrière pour remodifier des choses parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous vous êtes trompé sur une configuration, faites back to config, vous remodifiez ce qui a modifié et vous relancez l'installation. Si vous relancez l'installation, évidemment, il ne va pas recommencer tout à zéro. Il ne va recommencer que ce qui n'est pas allé au bout. Donc encore une fois, pas d'inquiétude, vous pouvez relancer autant que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous arriviez à faire en sorte que ça marche. Une fois que tout est bon,
votre Foundation, vous allez certainement vous en resservir pour d'autres installations ultérieures. Donc la première chose à faire, c'est de revenir sur la page Global Config et dans le bouton en haut ici de faire un Reset Configuration. Ça réinitialise tout à zéro, ça efface les adresses IP que vous avez préenregistrées, les choix que vous avez pu faire au sein des différents menus. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous n'arriverez pas à relancer une installation derrière. Il faudra repasser par un reset pour bien tout remettre propre et repartir à zéro. Donc pensez à le faire quand vous avez fini votre install, ou en tout cas à le faire au moment où vous arrivez chez le client suivant sur une autre plateforme, avant de commencer à remplir les cases. C'est forcément un moment où ça ne va pas forcément coller. Enfin, pour terminer, les quelques cas de figure où justement vous allez arriver là, vous avez eu un problème et vous n'en sortez pas, vous ne savez pas trop ce qui se passe, il faut essayer d'identifier d'où vient le problème. Donc il y a plusieurs causes de problème, et je l'ai dit souvent, le problème c'est un problème de réseau, soit à côté du switch, soit pour un problème de configuration des ports IPMI. Donc c'est souvent ce qui fait que ça ne marche pas, et généralement ça ne marche pas dès le lancement. Vous faites le run installation et il n'arrive même pas à configurer les ports IPMI, donc généralement c'est pas la peine de chercher plus loin. Ça vient de là, donc il y a un certain nombre d'informations en termes de troubleshooting sur lesquelles vous pouvez aller chercher des informations. Ces informations, je les ai extraites du Field Installation Guide, le document que je vais vous montrer juste après. Donc si vous avez besoin de regarder plus en détail comment vous en sortir, c'est dans ce doc qu'il faut aller rechercher. Mais les raisons possibles d'une problématique IPMI, c'est souvent des adresses MAC qui ne sont pas valides. Lorsque vous avez tapé à la main les adresses MAC que vous avez lues sur l'étiquette, parfois un caractère est passé à la trappe ou un chiffre a été mal interprété, ou alors des conflits d'adresses IP. Vous avez pu également vous tromper sur le mot de passe pour accéder aux IPMI, donc admin, s'il y a une problématique de clavier, QWERTY ou autre, faites attention à ça. Parfois, c'est pas la bonne interface qui est connectée. Vous allez connecter le mauvais port, le 3e port, par exemple 1 giga. Donc évidemment, on n'a pas de failover IPMI sur ce port-là, donc on n'est pas capable de causer avec le port IPMI. Parfois, c'est la VM Foundation qui n'est pas correctement configurée au niveau du réseau, donc soit parce que vous avez un flat switch et que les ports que vous essayez d'utiliser ne sont pas sur le même subnet, soit les adresses, en l'occurrence, ne sont pas correctement configurées, soit c'est le multi-homing que vous n'avez pas configuré au moment où vous avez préparé vos adresses IP. Ou enfin, c'est le port IPMI, l'interface même IPMI qui n'est pas configurée en failover. Alors par défaut, elle y est, mais on sait jamais, des machines qui reviennent de droite et de gauche ont pu être modifiées à la main par un partenaire ou par un client. Donc faites attention à ça, on ne sait jamais, mais si le port ne bascule pas sur le port du milieu, c'est quelque chose qu'il faudra modifier dans le BIOS sur le serveur en lui-même. Donc il faut accéder au BIOS et modifier le fait que le port IPMI bascule bien. D'autres problèmes d'installation peuvent survenir lorsqu'on installe le cluster. Donc une fois que l'IPMI est passé, le plus dur est fait. Normalement, quand la progression de l'installation commence, après ça se passe généralement bien. Mais dans certains cas, il peut y avoir quelques problèmes. Donc si un problème survient, c'est peut-être une problématique de connectivité IPMI. Il peut y avoir des problématiques réseau. Donc encore une fois, c'est souvent parce qu'il y a des conflits d'adresse IP, souvent parce que le switch ne communique pas correctement, et ainsi de suite. On peut également avoir des problèmes d'espace disque dans la VM Foundation. On a besoin pour installer parfois d'étarer des IP, des informations sur le disque de la VM Foundation. Et parfois, à force de mettre des ISO, les répertoires sont pleins et on n'a plus la place de travailler. Donc, il faut essayer de faire en sorte de garder toujours un petit peu d'espace disque disponible. En gros, 9 Go pour ce qui est d'Hyper-V, 3 Go pour ce qui est de SX. De mémoire, si je dis pas de bêtises, la VM Foundation a un disque de 30 Go au total. Donc normalement, il y a de quoi garder un petit peu de place, mais faites attention à ça, surtout quand vous allez coller vos ISO. Si vous en mettez beaucoup, on a vite fait d'exploser le disque de 30 Go. Donc il faut garder un petit peu d'espace. Enfin, après, il peut y avoir des messages très spécifiques, mais encore une fois, l'idée c'est d'aller consulter la doc pour vérifier un petit peu tout ça. Pour terminer cette présentation, juste quelques petites astuces à l'issue d'un POC. Si vous voulez gagner du temps, pour le POC suivant surtout, le mieux c'est qu'à l'issue d'un POC précédent, vous prépariez le cluster pour que les nœuds se mettent en auto-découverte. Vous savez, pour qu'ils puissent se faire découvrir automatiquement par la VM Foundation. Sinon, il faudra que vous tapiez à chaque fois vous-même des adresses MAC ou alors que vous vous souveniez des adresses IP, ce qui est relativement compliqué pour pouvoir faire cette opération une fois chez le client suivant.
ma recommandation, c'est avant de désinstaller un cluster de chez un client précédent, si vous pouvez vous rendre sur site pour récupérer la machine et qu'elle n'est pas encore arrêtée, vous vous connectez sur l'une des CVM, donc c'est SSH Nutanix at l'une des IP d'une des CVM. Le mot de passe, c'est toujours Nutanix/for you par défaut. Vous arrêtez le cluster, vous rentrez la commande, donc cluster stop pour l'arrêter, cluster enable auto install pour préparer les CVM à se resignaler en mode IPv6 avec le protocole bonjour, comme ça elles seront détectables. Et vous cassez le cluster destroy efface le cluster qui a été utilisé par ce client-là, de telle sorte que lorsque vous arrivez sur le site suivant, avec OneVM Foundation, vous verrez bien les nœuds en auto-découverte et vous n'aurez plus qu'à rentrer les adresses IP. Vous gagnez énormément de temps à rentrer des adresses, des MAC adresses à la main en ayant été les lire sur des étiquettes derrière. C'est très très long à faire. Alors quand il n'y a que 3 nœuds, ça va, mais quand vous avez 5, 6, 10 nœuds à installer, ça peut être relativement compliqué. Enfin, ma dernière recommandation, c'est que dans le cadre d'un POC, même si la plateforme Nutanix que vous récupérez du POC précédent, du client précédent, de Nutanix qui vous la prête, peu importe, est déjà livrée dans le bon hyperviseur et même dans la bonne version du NOS, celle que vous souhaitez utiliser sur ce nouveau POC, quoi qu'il arrive, vous réimagez la totalité du cluster avec Foundation, quoi qu'il arrive. On ne sait pas comment a été utilisé le cluster sur le POC précédent, quelles modifications ont pu être faites à la main par le partenaire ou par le client pour effectuer des tests. On ne maîtrise pas cette partie-là, vous ne savez jamais ce qui a pu se passer avec le cluster précédemment et les éventuels effets de bord qui peuvent rester d'une commande ou d'une manipulation, d'un test, d'un arrachage de disques, de nœuds précédents. Donc dans tous les cas de figure, vous réimagez, même si c'est pour remettre exactement la même chose que ce que vous aviez préalablement. Ça vous assure que le cluster est équivalent à une sortie d'usine. Il sort d'usine, il est installé sous le SX de votre choix, sous la CVM de votre choix, mais au moins vous maîtrisez, c'est vous qui avez fait l'install avec le bon ISO, avec le bon NOS. Et au moins vous êtes sûr de vous. J'en ai terminé, juste, je vous montre très rapidement le fameux doc que vous pouvez récupérer donc sur le site de support de Nutanix dans l'onglet documentation et download. Donc le guide en question s'appelle Field Installation Guide. Donc quand vous êtes dans la partie documentation, filtrer, il y a plusieurs moyens de filtrer. Donc le filtre par défaut c'est NOS, mais en fait il faut choisir le filtre Foundation et il n'y a qu'un seul doc, c'est celui-ci. Donc la dernière version c'est la 2.1 datée du 25 juin. Donc vous voyez que c'est relativement régulièrement mis à jour parce qu'il y a pas mal de choses à chaque fois qui évoluent. Et là-dedans, encore une fois, vous retrouvez toutes les informations, les fameux default credentials dont je parlais, vous les retrouvez ici. Mais surtout, tout ce que je viens d'expliquer au cours de cette présentation et de ces quelques slides, vous le retrouvez également ici. Les processus résumés de l'installation, comment préparer votre environnement, comment imager un cluster, comment imager un seul nœud si vous ne souhaitez installer qu'un seul nouveau nœud également, c'est indiqué, ou récupérer les différents outils, quelles sont les images d'hypervisor supportées, et comment résoudre les différents problèmes. Tout ça, voilà, en quelques pages, mais au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est très très bien documenté, et en l'occurrence en étape par étape. Donc on retrouve la préparation de la workstation, qu'est-ce qu'il faut récupérer, installer, comment on installe Oracle VM VirtualBox, comment on importe notre VM dedans, comment on installe les VBox Addition, et ainsi de suite. Et ensuite, où est-ce qu'il faut cliquer. En l'occurrence, les captures écran que vous avez vu dans ma présentation sont issues de cette documentation, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de suivre en étape par étape. Et encore une fois, vous retrouvez en fin de présentation d'autres informations qui peuvent être utiles au cas où, mais surtout donc l'endroit où vous téléchargez les différents outils, les ISO supportés pour chacune des versions d'hyperviseur, les voilà, ESX et Hyper-V ici. Et enfin, en toute fin de présentation, la partie troubleshooting, donc la version light de ce que moi j'ai exprimé derrière, mais un peu plus détaillée pour résoudre les problèmes et où est-ce qu'il faut aller chercher, dans quelle partie de la doc vous pouvez trouver les différentes informations. Vous avez également une FAQ qui permet également de creuser davantage ce que vous souhaitez. J'en ai terminé avec cette présentation, je vais vérifier les éventuelles questions et surtout vous redonner la parole pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions avant de conclure cette présentation. Micro ouvert. Voilà, vous avez normalement presque tous la parole, ça arrive. Hop.
Voilà, vous avez tous la parole. S'il y a d'éventuelles questions, n'hésitez pas. Je vérifie rapidement. Des questions? Pas de questions du tout? Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous inviterai, je vous enverrai probablement la présentation que je viens de réaliser et le lien éventuellement vers la vidéo pour revoir cette présentation ultérieurement. Encore une fois, vous avez mes coordonnées. Oui, redis-moi. Oui. Une question? Non, pas de question. Voilà. Donc n'hésitez pas s'il y a besoin de quoi que ce soit à me contacter directement. Et encore une fois, je vous remercie tous de votre participation. J'espère que ça a pu éclaircir certains points. Et à très bientôt. Ok, merci.